Vous dites, dans votre livre, ça serait assez fort, Taïwan ne sera pas protégé. Les Américains n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées pendant la guerre d'Ukraine, c'est que toutes sortes de matériel considéré comme offensif étaient périmés. Donc le char est périmé, puisque maintenant les missiles anti-chars sont plus efficaces. Les avions sont périmés, en un certain sens. Donc maintenant, c'est du drone pas cher et toutes ces sortes de choses. Mais l'instrument du pouvoir américain dans le Pacifique, c'était le porte-avions. Avec les missiles hypersoniques, je veux dire, une guerre entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, elle durait 10 minutes. Dans cette deuxième partie de notre analyse des réflexions d'Emmanuel Todd, nous nous penchons sur des figures emblématiques et des dynamiques globales qui redéfinissent l'équilibre des puissances mondiales. Deux hommes, Donald Trump et Elon Musk, se distinguent comme des symboles d'une Amérique paradoxale, une superpuissance en déclin, mais qui conserve des poches de génie et de créativité. Todd décrit Trump comme un président marquant, mais non pas pour les raisons habituelles. Plutôt que d'incarner un renouveau ou une victoire, il est vu comme le symbole de la défaite américaine sur plusieurs fronts. Sa présidence illustre un affaiblissement structurel, où sa popularité repose davantage sur l'effondrement des démocrates que sur un réel regain d'espoir dans la société. En parallèle, Elon Musk représente un autre paradoxe américain. Véritable visionnaire industriel avec des succès retentissants comme SpaceX et Starlink, Musk illustre également les fractures de l'élite américaine. Ses provocations politiques et son individualisme soulignent une désorganisation croissante au sommet de la société américaine, reflet d'un système en perte de contrôle. Au-delà de ces figures, Emmanuel Todd explore des enjeux culturels profonds. L'affrontement entre conservatisme et progressisme devient un terrain de bataille idéologique. Alors que les États-Unis cherchent à imposer un discours progressiste universel, des puissances comme la Russie prônent un conservatisme souverainiste, attirant des soutiens dans de nombreuses régions du monde. Enfin, nous plongerons dans l'un des conflits les plus marquants de notre époque, la guerre en Ukraine. Ce conflit, selon Todd, révèle l'affaiblissement stratégique de l'Occident face à une Russie résiliente. Quelles sont les implications géopolitiques de ce basculement? Et comment l'émergence de nouveaux pôles de pouvoir redéfinit-elle les règles du jeu mondial? Préparez-vous à une analyse captivante et sans concession. Peut-être deux dernières questions sur la question américaine. Je reprends Elon Musk. Est-ce que, quand même, Musk n'est pas, malgré ses extravagances, malgré peut-être que certains diront ses outrances, n'est-il pas quand même l'illustration et par ses réussites, que le génie américain a encore des ressources? Je ne sais pas comment dire. Dire que les Américains n'ont pas de ressources, ça serait idiot. La Silicon Valley, ça existe. Ils ont des ressources pétrolières et de gaz aussi, mais il faut mettre les choses en place. Regardez, si Elon Musk, vous prenez les choses qui marchent. Elon Musk, ça marche. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas et que ce n'est pas un génie industriel. Et surtout qu'il y a eu l'intelligence de revenir à une activité qui est dans la production des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Comme la première révolution industrielle. SpaceX, chiffre d'affaires, 9 milliards de dollars. Starlink, chiffre d'affaires, 7 milliards de dollars. Boeing, qui est en train de partir en morceaux, c'est quelque chose de très important, c'est 65 milliards de dollars. Donc ce qui est important aux États-Unis maintenant, c'est l'effondrement de Boeing. C'est pas le succès de Musk. Il y a une chose que je voudrais dire sur Musk quand même, parce que je ne comprenais pas. Sur le plan méthodologique, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Vraiment, j'ai essayé de réfléchir avant de venir, c'est-à-dire aux tendances générales du monde, et je me disais, mais j'ai jamais eu autant de mal à comprendre ce qui se passe. Et j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas, c'est qu'en fait, ce qui se passe de définitif et de solide, c'est la victoire russe à l'Est. On est en train de subir une défaite. Le camp occidental est en train de subir une défaite et on est en cours de dislocation. Donc en fait, il se passe un peu n'importe quoi. L'Europe est dans un état de stagnation économique incroyable, ses systèmes politiques sont bloqués. J'ai pas encore eu le temps d'étudier la crise coréenne ou la crise japonaise, mais ça va pas mieux. Les États-Unis, je dirais, on voit ce qu'on voit. Et donc, il y a tous ces mouvements désordonnés, mais qui en fait ne sont que les manifestations désordonnées d'un processus de dislocation. Et Elon Musk,
Il y a un truc qu'on ne voit pas dans Elon Musk. C'est un type étonnant, il est très riche, c'est l'homme le plus riche du monde, et alors il est sans filtre. Donc il dit des choses qui nous paraissent aberrantes. Je veux dire, il intervient dans la politique allemande, donc il chie sur les Allemands en fait. Ensuite, il intervient dans la politique anglaise, il chie sur les Anglais. Je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus à nous Français, mais lui, il le dit. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez les géopoliticiens américains, c'est ce que les Américains pensent de nous. C'est-à-dire, lui parle aux Européens comme les Américains pensent. C'est-à-dire, les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et juste, Moss, c'est le mec qui il le dit. Alors on est choqués. Une toute dernière question sur le plan géopolitique et sur les États-Unis, puisque vous aviez évoqué la Corée, le Japon, il y a Taïwan. Vous dites, dans votre livre, ça serait assez fort, Taïwan ne sera pas protégé. Les Américains n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées pendant la guerre d'Ukraine, c'est toutes sortes de matériel considéré comme offensif était périmé. Donc le char est périmé, puisque maintenant les missiles anti-chars sont plus efficaces. Les avions sont périmés, en un certain sens. Donc maintenant, c'est du drone pas cher et toutes ces sortes de choses. Mais l'instrument du pouvoir américain dans le Pacifique, c'était le porte-avions. Avec les missiles hypersoniques, je veux dire, une guerre entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, elle durait 10 minutes, en fait. Donc c'est fini. Et donc jamais les Américains, peut-être qu'ils arriveront à lancer Taïwan, la Corée et le Japon dans des aventures coûteuses pour eux. Un peu comme l'Ukraine a été lancée dans des aventures par les Américains. Mais se mouiller et s'engager là-bas, c'est déjà trop tard. Ils sont comme ils sont déjà presque à bout de ressources sur l'Ukraine, c'est peu vraisemblable. Une dernière question. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide ? Gender fluide, parce que c'est... Non, mais ça, c'est très important, parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi, donc là tout le monde est en train de s'exciter, Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. C'est-à-dire que on change de sexe, on abolit les traités, on est dans le flou. Mais c'est ça la décadence, hein. On est dans le flou. Vladimir Poutine a présenté ses vœux cette année. On a écouté ceux de Trump, on va écouter ceux de Poutine et on revient justement sur la question de la Russie, parce qu'il y a quelques questions à se sur poser. La Russie. Sur la Russie. Oui. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их. Не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности. Да, нам предстоит еще многое решить.
но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Alors, on a entendu, lu ce que dit Vladimir Poutine. Une question qui n'est pas abordée là, mais est-ce que la chute de Bachar al-Assad ne marque pas, à l'inverse, un recul du soft power russe? Ah ben, c'est un échec indéniable pour la Russie, dont on verra l'ampleur, puisque la discussion du statut des bases russes dans les provinces côtières de la Russie... De la Syrie de la Syrie est encore en discussion, mais il est certain que c'est une claque, il n'y a pas de problème. Cela dit, ça se passe sur un front qui est devenu, pour les Russes, complètement secondaire. Donc c'est pas... moins existentiel, effectivement. En fait, et d'ailleurs, ils sont retirés facilement, sans faire d'histoire. Les Russes ont... Comment dire, l'attitude générale des Occidentaux en politique actuellement, c'est de faire des discours, de parler, et de ne pas agir. Et puis surtout de se fixer des objectifs dont on n'a pas les moyens. Quand on analyse la politique russe, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire ils affirment des principes, et ensuite il y a un grand souci pragmatique de ne pas faire d'effet de manche. C'est-à-dire s'il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour gagner cette guerre en n'ayant pas trop de pertes, etc., on prend dans ce temps-là. S'il faut prendre tel ou tel allié, on prend dans ce temps-là. S'il faut se retirer d'endroits conquis, on l'a vu pendant la guerre d'Ukraine, lors de la première contre-offensive ukrainienne qui avait réussi, on se retire. Et s'il faut se retirer de Syrie, qui est devenu un front secondaire, on se retire. C'est-à-dire qu'ils sont... nous, on est dans un pays dominé par la publicité ou par des mœurs publicitaires. Ce n'est pas une insulte. Ma mère était une grande publicitaire. Donc je suis né là-dedans, si on peut dire. Mais on est dans l'effet d'annonce, dans le spin, dans les effets de manche, en fait, etc. Et les Russes, c'est le contraire. C'est une culture peut-être plus archaïque, un peu comme la culture industrielle allemande. Les Allemands ne sont pas non plus dans les effets de manche. Et donc, voilà, si... on a des pertes, on les prend, on ajuste. Alors que nous concluons cette deuxième partie, Emmanuel Todd nous laisse avec des réflexions cruciales sur le rôle des personnalités, les affrontements culturels et les conflits géopolitiques dans un monde en mutation. Donald Trump, malgré son charisme et sa popularité auprès d'une partie des Américains, symbolise davantage un système en déclin qu'un renouveau. Sa présidence reflète l'échec d'une élite démocrate désorientée et met en lumière les fractures profondes d'une société américaine en perte de cohésion. Elon Musk, de son côté, incarne un paradoxe fascinant. Un homme qui, par son génie industriel, redonne un souffle d'innovation à l'Amérique, tout en exposant les dysfonctionnements de son élite dirigeante. Ses interventions politiques et économiques, bien que souvent provocantes, témoignent d'un individualisme exacerbé qui reflète l'instabilité et la désorganisation croissante au sommet des institutions américaines. Mais cette partie ne se limite pas à des analyses de figures emblématiques. Emmanuel Todd élargit le cadre en examinant des enjeux culturels et sociétaux qui redéfinissent les rapports de force mondiaux. Les États-Unis, porteurs d'un discours progressiste universel, se heurtent à un conservatisme souverainiste, notamment promu par la Russie. Cette opposition culturelle et idéologique n'est pas un simple affrontement de valeurs. Elle est le reflet de tensions profondes sur la place du pouvoir dans un monde multipolaire. Enfin, la guerre en Ukraine est abordée comme un révélateur des limites de l'Occident. L'incapacité des États-Unis et de leurs alliés à s'imposer face à une Russie résiliente montre que nous assistons peut-être à la fin de l'hégémonie occidentale. Ce conflit, bien plus qu'une guerre locale, redessine les équilibres géopolitiques et invite à repenser le rôle de chaque puissance mondiale. Dans la prochaine partie, nous approfondirons ces thématiques en explorant l'impact des blocs émergents et les stratégies qu'ils déploient pour remodeler le paysage mondial. Rejoignez-nous pour cette analyse essentielle.